Je vais donc laisser la parole à Monsieur Jean-Jacques Victor. Voilà. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonsoir à tous, oui, je m'appelle Jean-Jacques Victor, je suis le directeur général de l'Institut français de Turquie. J'ai cette grande chance, ce grand privilège de diriger ce magnifique instrument de coopération et de dialogue avec nos amis turcs. Je voudrais saluer mon ami Christian Schnell qui dirige Istanbul, avoir une pensée pour Caroline David à Izmir et Sébastien de Courtois à Ankara. Je voudrais remercier très chaleureusement toute l'équipe de l'Institut français à Istanbul pour ces 3 soirées, enfin ces 2 soirées auxquelles j'ai assisté, la 3e de ce soir qui s'annonce comme très prometteuse. Vraiment un grand bravo à tous et notamment à Mathilde Dumaine qui a très bien présenté ces différentes soirées. Moi, j'ai été vraiment ravi de ces 2 rendez-vous. Et je voudrais aussi évidemment remercier beaucoup Yit Bener qui a organisé tout ça, modéré tout ça avec beaucoup d'esprit, beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Et je trouve que c'était des moments particulièrement agréables que ces deux soirées, avec donc Serra Yilmaz, Jean-Marie Laclavetine et ce soir, je crois, Lale Özcan. Je crois que ces 2 soirées, moi, m'ont ému parce qu'elles ont montré la force de la littérature. Et au fond, dans ces longs mois de confinement que nous avons tous vécus, qui étaient beaucoup pour certains d'entre nous des mois un peu solitaires, des mois un peu difficiles, on a vu que plutôt que de se livrer à soi-même, il vaut mieux se livrer à la littérature, parce qu'au fond, elle est une compagne inépuisable et qui ne trahit jamais. Et moi, j'ai beaucoup relu pendant ces 3 mois, et notamment Céline, qui va nous intéresser ce soir. J'ai notamment relu D'un château l'autre. Moi, je suis un grand célinien. J'ai eu la chance d'aller à Meudon, de rencontrer Madame Céline Lucette Almansor il y a une dizaine d'années. Et voilà, c'est aussi un grand souvenir. Donc, je suis très impatient de vous écouter ce soir parler de cet écrivain génial et insupportable qu'était Louis-Ferdinand Céline. Et encore une fois, un grand merci à tous et un grand merci à Monsieur Benner et bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez, ça va? Ça va. Alors, le microphone marche très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis encore une fois ravi d'être pour la 3e fois ensemble dans ce dernier tour, disons, de cette série de salons littéraires qui est consacrée ce soir donc à Céline. On va en parler tout de suite, mais j'aimerais d'abord remercier Jean-Jacques Victor pour ses mots de bienvenue. Saluer aussi mes amis Christian Schnell, Sébastien de Courtois et Caroline David à Ankara, Istanbul et Izmir, ainsi que toutes les équipes des instituts français, équipes très dynamiques qui ont montré leur capacité d'animer une activité de ce genre-là, même donc, à distance. Merci particulièrement à nos modératrices Mathilde et Sarah. Et j'aimerais saluer aussi donc ce soir la présence d'une autre vieille complice, la Lale Özcan, avec la Lale Özcan qui est donc chargée de cours au département de traductologie francophone de l'Université technique de Yıldız. C'est bien ça, là, le long nom barbare de la faculté. On s'est connus avec Lale au tout début des années 90 quand je me suis mis à enseigner à l'université au département dont Lale venait d'être diplômée. Alors, il faut dire que je ne suis pas enseignant universitaire de formation, mais comme à l'époque, le département voulait aussi former des interprètes francophones et qu'il n'y avait pas d'universitaires ayant une formation d'interprète francophone, ils m'ont demandé de combler le vide avec d'autres enseignants et c'est ce qu'on a plus ou moins essayé de faire. Il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup enfin que moi je n'avais pas en tout cas beaucoup de connaissances et de compétences pédagogiques. Puis entre-temps, j'ai continué à enseigner à Bilkent, à Boğaziçi, on a un peu appris sur le tas. Et Lale donc était juste jeune diplômée, elle était assistante à l'université et elle a tenu à assister à presque tous nos cours sur l'interprétation, parce que, alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire, parce qu'elle avait justement déjà cette fibre scientifique comme il faut, je dirais, car elle était curieuse. Elle était curieuse, elle voulait savoir, elle voulait comprendre. Elle ne cherchait pas de bons points parce que participer à nos cours n'allait rien lui apporter dans sa carrière académique. Mais elle était là, elle était présente. Et elle a continué à avoir cette curiosité.
Et ce qui explique un peu pourquoi elle sera ce soir parmi nous et demain aussi sur le thème de Céline. Elle a fait sa thèse de doctorat sur la traduction de Voyage au bout de la nuit de Céline en turc. Et même plus pointu que ça, sur la postface du traducteur de la traduction de Voyage au bout de la nuit en turc. Alors, le traducteur, c'est moi, je peux le dire, d'où nos contacts assidus pendant toute cette période où elle a fait son travail. Alors déjà, il faut aussi préciser que c'était tout un travail de pouvoir imposer un tel thème au département de traductologie, en général, en Turquie. Pourquoi? Parce que les départements de traductologie, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est comme ça, n'organisaient pas beaucoup de thèses de doctorat sur des traductions vers le turc. Les thèmes étaient plutôt choisis sur des thèmes théoriques, abstraits, sur des thèses écrites à l'étranger, sur des traductions du swahili vers le finlandais ou le japonais vers le français ou l'anglais, mais très peu de thèses vraiment sur les traductions d'œuvres majeures comme celle de Céline vers le turc. Donc elle a déjà dû se battre pour imposer ce thème. Et ensuite, elle a dû se battre aussi pour imposer une approche qui n'était pas celle, encore une fois, de distribuer des bons points ou des mauvais points au traducteur en voyant s'il s'était trompé ou s'il avait eu raison de traduire. Mais c'était une approche, encore une fois, d'essayer de comprendre la démarche du traducteur. Et ça aussi, c'était très novateur à l'époque. Beaucoup d'enseignants étaient tombés des nues en entendant un tel sujet. Comment comprendre la démarche du traducteur? Pourquoi? Mais enfin, on n'a qu'à dire s'il a réussi ou s'il a raté. Non. Et elle a eu cette approche très particulière, elle en parlera tout à l'heure de façon très brillante. Et depuis, elle a continué à s'interroger sur l'œuvre de Céline, sur ce personnage très particulier de la littérature française et de la littérature mondiale. Et nous allons essayer de voir, donc ce soir, de lier l'œuvre de Céline à sa dimension de médecin, pour faire un peu le lien avec ce qui nous préoccupe depuis des mois et des mois, donc cette pandémie. Alors Céline n'a pas écrit de roman de pandémie ou d'épidémie, contrairement par exemple à La peste de Camus dont nous avons parlé il y a 2 jours, mais l'ensemble de son œuvre porte la marque de la mort en fait. Hein, si son deuxième roman, qui est considéré par beaucoup, le professeur Henri Godard, comme son chef-d'œuvre, s'appelle Mort à crédit, il dit même qu'à un moment donné, on aurait pu intituler l'ensemble de son œuvre Mort à crédit, car c'est bien de la mort dont il parle dans l'ensemble de son œuvre, et de la vacherie humaine qui accompagne ou qui est parfois la cause de cette mort. Et il a parlé aussi, non pas de pandémie directement, mais il a aussi beaucoup parlé de 2 fléaux qui sont équivalents, sinon pire à la pandémie, c'est 2 guerres mondiales. Il fait partie de la génération d'écrivains qui ont eu le malheur de vivre ces 2 guerres mondiales, et juste après une période, la période des Lumières, où on pouvait s'imaginer qu'avec la science, avec les progrès de la technique, de la technologie, et bien, tout allait pour le mieux dans le monde, puisque l'être humain allait mieux contrôler la nature, mieux contrôler la production, mieux contrôler l'ensemble de la vie de société, et donc que ça ne pouvait être qu'un avenir radieux. Eh bien non. Tout d'un coup, ils ont vu qu'en plein milieu de cet essor industriel, technologique, du début du XXe siècle, on a eu une première guerre mondiale, une boucherie et une vacherie universelle, 10 millions de morts, et comme si ça ne suffisait pas, 20 ans après, on a recommencé. Et Céline a été percutée de front par ces 2 guerres. Et toute son œuvre tourne un peu aussi autour de ça, on va en parler plus en détail. Et alors, la particularité d'être médecin, en quoi est-ce que c'est particulier? Eh bien, tout simplement parce que toute l'œuvre de Céline, tous les romans, toute son œuvre, est parcourue aussi par cette vision du médecin. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette vision du médecin? On le voit, par exemple, son premier texte littéraire à proprement parler, c'est sa thèse de doctorat de médecine, qui porte sur le cas d'Ignaz Semmelweis. Semmelweis, c'est un médecin autrichien qui est l'inventeur de l'asepsie en médecine. C'est-à-dire, c'est le premier qui a, simplement en observant ce qui se passe dans les salles d'opération et notamment dans les maternités, à se rendre compte que quand les médecins allaient faire des dissections de cadavres et qu'ensuite, sans se laver les mains, ils procédaient à des accouchements ou à des opérations, eh bien, ça créait une maladie. Les gens finissaient par mourir. Il y avait à peu près 30% de morts dans les maternités à l'époque dans le monde entier. Il est le premier à avoir fait un lien entre la propreté, l'asepsie et cela, et il a conseillé de se laver les mains avec du savon, tout simplement. À l'époque, on ne connaissait pas encore le rôle des bactéries dans les infections. Et ça lui a causé un malheur, il n'a jamais pu convaincre ses collègues,
Il a été chassé de son université à Vienne, il a dû se réfugier à Budapest. Là, il a fait la preuve que sa méthode était efficace, puisque dans sa clinique, le taux d'infection est descendu à 1%. Mais il n'a pas pu convaincre pour autant. Il a eu beaucoup de malheurs, il est tombé dans un asile psychiatrique. Et finalement, un jour, il est allé faire une dissection, il s'est coupé et il est mort. Là, paradoxe presque ironique, de l'infection qu'il a essayé de combattre lui-même. Et donc, Céline a fait sa thèse là-dessus. Il dit, par exemple, ce qui est important, si nous nous sommes arrêtés sur le cas de Semmelweis, c'est que la pensée médicale, si belle, si généreuse, la seule pensée vraiment humaine qu'il soit, peut-être au monde, s'est illustrée très visiblement dans chaque page de son existence. Et il ajoute plus loin, dans la préface de sa thèse, on a dit qu'il se passait des choses épouvantables dans notre caverne, il s'y passe encore bien d'autres choses qu'il faut être médecin pour voir et comprendre. Donc il est très conscient, et c'est très, très délibérément, qu'il met l'approche médicale et la vision médicale, la façon de voir du médecin, et ça, qui est la seule pensée vraiment humaine, il le dit, c'est très fort finalement, au cœur de son œuvre. Et on va voir un peu avec Lallet comment cette personnalité du médecin est tracée. Donc, il a une vérité à dire, et il a une vérité à dire qui, au départ, est médicale. Et il le dit encore toujours dans Semmelweis, parmi tous nos frères, n'est-ce pas notre rôle de regarder en face cette terrible vérité, le plus utilement, le plus sagement. Et c'est peut-être avec cette calme intimité, avec leur plus grand secret, que l'orgueil des hommes nous pardonne le moins. Donc voilà, tout est un peu dit. Ça, c'est le côté fort de Céline. Et il n'a jamais abandonné sa pratique médicale tout au long de son œuvre et de sa vie mouvementée, avec notamment ses prises de position politiques hautement détestables à partir du milieu des années 30, son exil au Danemark et puis son emprisonnement, son retour, etc. Donc ce regard est présent dans toute son œuvre. Et il y a aussi autre chose qui est particulière, il a une vision de la médecine qui lui est aussi tout à fait particulière. Et il le dit notamment, il y a des phrases très belles dans Voyage au bout de la nuit là-dessus, et il a ses lubies, il insiste beaucoup sur la prophylaxie, sur l'hygiène et sur les consultations gratuites. Il ne court jamais derrière les honoraires, ce qui est très mal vu à l'époque. Le médecin doit quand même se faire payer. Il estime que toucher l'argent des pauvres, c'est la pire des choses. Le fait que la médecine soit payante et qu'elle ne soit donc accessible qu'aux riches est quelque chose qui le révolte. Ça fait partie de sa révolte intime. Et encore une fois, on peut faire le lien avec ce que cette pandémie nous a appris, c'est que justement, la médecine ne peut pas et ne doit pas être quelque chose qui a une visée lucrative, disons. Et il y a aussi une particularité, c'est que, en fait, le véritable nom de Céline, c'est Détouche. Il a pris Céline comme nom de plume, qui est le nom de sa grand-mère. Et il y a un texte de mon ami écrivain Luc Delis qui est très intéressant, où il parle du lien entre le nom de l'auteur et son véritable et son nom de plume. Et puis il y avait le nom de cet étrange docteur qui, dans l'inconscient, jouait contre lui. Docteur Détouche. Sans comporter aucun sens double ou bizarre, ce nom est, comment dire, désagréable, associé au nom docteur. Dans un pamphlet, c'est le nom qu'on pourrait inventer pour désigner un médecin alcoolique ou avorteur, ou les deux. Je me suis fait ausculter par le docteur Détouche. Dans cette phrase, il y a tout un roman noir. Et ça aussi, c'est une particularité. On peut donc peut-être aussi séparer en deux la vie de Céline entre celle du docteur Détouche, le médecin, sa pratique, et l'écrivain, Céline. Et là, Lallet peut-être va nous en dire un peu plus tout de suite. Je lui passe la parole. Lallet, on ne vous entend pas. Ça va? Oui. Ça va? C'est bon. Je remercie beaucoup Monsieur Vénère et tout ce que vous avez dit à propos de moi, de la thèse de doctorat que j'ai réalisée. C'est à l'époque, vous avez raison, c'était ça. Mais maintenant, la traductologie s'évolue en Turquie et j'en suis très contente. Et donc, premièrement, je voudrais remercier pour ces aimables conférences les organisateurs. Et je pense que leur contribution est incontestable. Hein. Et je voudrais remercier spécialement M. Vénère pour cette occasion qui m'est très chère. Parce que vous savez, c'est évident, Céline, c'est un auteur dont j'aime bien parler. C'est un auteur polémique.
évidemment, moi, pour le début, peut-être, je veux surtout insister un peu sur ce côté désinvolte et tricheur de lui, parce que Céline, pour moi, c'est un génie d'autofiction. Il est le père de ce genre, et c'était en fait ma thèse. Et la première partie de ma thèse, c'était, je voudrais démontrer aussi ça, que l'œuvre complète de Céline est une autofiction. Il a construit, a vécu sa vie dans un style romanesque, et ce roman constitue le témoignage, très cher, de ses vécus aux confins de la fiction. Et selon mon impression, il le fait exprès pendant toute sa vie. Il a toujours aimé de jouer ce jeu réel et fantasme avec ses critiques, ses amis et ses lecteurs. Et c'est vraiment c'est le côté qui m'attire vraiment chez Céline. Par exemple, Céline allait se souvenir, surtout dans la deuxième partie du voyage, ce que Louis Détouche observait. Et à ce point, je voudrais recourir au témoignage d'Édith Follet, son première épouse. Et elle dit que Céline parlait comme il a écrit le voyage. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Et le biographe spécialisé de Céline, Frédéric Vitou, et il dit qu'on pourrait qualifier l'œuvre de Céline par deux qualificatifs. La cohérence, sa vie est une matière romanesque. Et du début à la fin, le héros, c'est toujours Céline. Et l'évolution, c'est-à-dire surtout ce style que nous allons parler après, qui finira jamais de s'enrichir et de s'évoluer. Et Docteur Détouche. Docteur Détouche, c'est en fait dans une des interviews réalisées en 1959, Céline dit qu'il est devenu médecin par vocation, c'est-à-dire il a voulu faire des choses médicales. C'est intéressant à mon avis, qu'il est un soigneur de tempérament hygiéniste. Et donc, médecin par vocation, médecin par admiration. Il n'a jamais délaissé son identité médicale, car il affirme, par exemple, il affirme qu'il a écrit pour gagner de l'argent. Mais on sait, dans les années de la rédaction du voyage, Céline est bénévole. Vous voyez, il va dire dans un de ses reportages qu'il va retourner sa vie médecin après avoir vendu suffisamment de petits livres voyage. Voilà, il a toujours ce point de vue chez sa personnalité. Et avec l'apparition du voyage en 1932, il va devenir Céline. Et Docteur Détouche restera en arrière. Mais quand même, il va continuer dans ses interviews de déclarer toujours qu'il avait, lui, la vocation médicale, non littéraire. Et même, il considère la littérature comme une chose et grotesque. Mais en fait, il fait toujours ça dans les interviews, dans les reportages. Mais en fait, nous savons également sa vraie passion, c'était de rompre avec la tradition littéraire française. Et il a voulu, et il a fait en fait, il a voulu réformer la langue littéraire française écrite qu'il qualifie morte. Et, à mon avis, créer le style, c'était sa vie. Même, il déclare « Je suis un styliste, j'ai cette faiblesse. » Et c'est le plus difficile. Le plus difficile est d'être un médecin. Voilà. Donc, pour Semmelweis, il y a une phrase de Vitou qui m'influence vraiment beaucoup. Il dit Vitou Semmelweis, c'est un héros célinien, déjà. C'est ce médecin mal compris, l'influencer évidemment. Et on voit son attachement à son héros. C'est-à-dire, c'est ce médecin qui est l'homme contre tous, qui essaie de dire, de déclarer, même de hurler la vérité, et qui est écrasé par cette vérité qu'il déchiffre. Voilà. Et Docteur Détouche, Jean Détouche, dans sa thèse affirme la vie n'est qu'une ivresse. La mort, la vérité, c'est la mort. Vous voyez,
même dans la thèse de médecine, il y a déjà Céline qui parle. Et sur ce point, je voudrais m'insister un peu sur les écrits médicaux de Céline. Et nous apprenons de cahier Céline numéro 3, il est contribue, le jeune docteur Détouche, aux industries pharmaceutiques en tant que chercheur, rédacteur publicitaire. En 1925, Dr Détouche, il va publier un ouvrage sur la quinine. Et cet ouvrage est traduit en espagnol, en italien et en portugais. Et donc, à mon avis, Détouche, lui, il a voulu être un chercheur. Mais on le critique. Par exemple, bien des années après, André Lvov va dire que la contribution ne peut égaler, ni en valeur, ni en originalité, son apport à la littérature. Donc, quoi qu'il en soit, la valeur scientifique de ses écrits, à mon avis, la réflexion médicale et même de la médecine sociale le préoccupait certainement. Et ces textes médicaux et Semmelweis n'étaient pas séparés du tout ou hasardeux, à mon avis. C'est ce que je pressentis de ce que j'ai lu les spécialistes et au bout d'un certain temps, ces écrits ne suffisaient plus pour lui. Ils se sont limités par ce style académique et scientifique et c'est bien après, ça ne sera pas bien sûr Dr Détouche, mais c'est Céline qui va exprimer par un autre style, par une autre voie, ses idées concernant l'homme, la santé et l'hygiène. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire en fait pour le début. C'est ce côté intéressant pour Céline. Et justement, je vais rebondir là-dessus, sur ce que le fait d'être médecin a peut-être, comment cela a modelé l'écriture de Céline et surtout comment cela a peut-être changé sa trajectoire. Quelle est la particularité du médecin, par exemple justement en cas de pandémie ou dans les luttes contre la mort? J'en parlais ce matin avec une amie médecin qui m'exprimait toute sa lassitude après ces mois de combat contre la pandémie. Elle venait de perdre un patient le matin même et elle exprimait toute cette fatigue. Alors, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines lors du débat sur Camus, il y a une très belle phrase dans l'exhortation aux médecins de la peste de Camus, tout à la fin de ce petit texte, où il disait « Un jour viendra où vous voudrez crier votre dégoût devant la peur et la douleur de tous. Ce jour-là, il n'y aura plus de remède que je puisse vous dire, sinon la compassion qui est la sœur de l'ignorance. » Donc déjà, Camus soulignait ce côté un peu vain du combat du médecin. Le médecin est là pour lutter contre la mort. Or, il est condamné à perdre cette lutte, il est condamné à perdre ce combat. Même s'il gagne sur une maladie particulière, son patient finira bien par mourir, puisqu'on n'a pas encore inventé l'immortalité. Et donc, c'est le mythe de Sisyphe, encore peut-être, on essaye de combattre la mort, on gagne des petites victoires, mais finalement, la pierre retombe en bas. Et dans cette lutte condamnée à la perte du médecin, il y a un moment où on a envie de crier sa douleur, on a envie de crier aussi son dégoût devant la lâcheté des gens, parce qu'une partie de ces morts provient de la lâcheté des gens. Céline le raconte en détail, par exemple, dans Voyage au bout de la nuit, dans toute la partie, dans la deuxième partie du roman, où il devient médecin, enfin, Ferdinand, le héros du roman, qui est un peu Céline, devient médecin et il commence à faire sa pratique, il va voir chez les gens, et souvent, les patients meurent à cause de la mesquinerie de leurs proches, qui ne veulent pas payer 2 sous de plus pour tel ou tel traitement, qui refusent de s'occuper un peu plus des jeunes femmes qui ont des problèmes d'hémorragie, les parents hésitent, ah oui, mais enfin, est-ce qu'il faut vraiment payer pour ça? Bon, donc, toute une série de situations où soit le médecin est lâche, parce qu'il raconte aussi sa propre lâcheté par rapport à la maladie, soit les parents sont lâches. Il y a donc cette vacherie humaine déjà face à la maladie. Ensuite, il y a la vacherie humaine, la mesquinerie, la guerre, justement.
Si on prend Voyage au bout de la nuit, qui est son premier roman, il y a tout le volet. Ça commence par la guerre, ensuite il y a la colonie, ensuite on va voir l'usine en Amérique, et ensuite la mesquinerie des petits gens dans la vie quotidienne en banlieue ou à province. Donc il y a toute cette panoplie de la vache humaine. Donc quelque part, ce combat du médecin qui ne peut pas gagner, il essaie peut-être de le gagner à travers l'écriture, en lançant sa vérité aux êtres humains, en essayant de les mettre en garde, en essayant de les faire bouger. Il n'y arrive pas. Et cette défaite-là, finalement, peut-être le conduit à un pessimisme très profond sur la nature humaine, d'où après, avec le tournant de 1936, avec ses déboires personnels sur le sort qu'a connu son roman Mort à crédit, sur lequel il accordait beaucoup d'importance, et il commence à désespérer totalement de la nature humaine, et il se laisse emporter par tout ce délire raciste qu'il exprimera dans ses pamphlets. Alors, sur la notion du racisme chez Céline, il faudra quand même en parler un peu. Avec la publication du tome 5 de la Pléiade, où on a publié toutes ces lettres, on peut voir en fait que l'antisémitisme est présent très tôt chez Céline. Déjà chez son père, et chez ce qu'il critique lui-même dans Mort à crédit, ce qui est paradoxal. Il ridiculise l'antisémitisme de son père, et après il se laisse aller lui-même à ce même genre de délire. Il y a tout cet antisémitisme ambiant qui est présent dans ses lectures, parce qu'il était proche un peu, enfin, il suivait un peu ce que faisaient les milieux anarchistes en France. On sait que dans les textes de Proudhon aussi, il y a des passages antisémites, comme il y a des passages misogynes qui sont très durs vus d'aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient plus ou moins considérés comme faisant partie du climat ambiant. Donc c'est déjà présent, mais ça ne se reflétait pas dans son roman, et ça ne s'est pas vraiment reflété dans ses romans. Mais à partir de 1936, avec le climat de racisme, d'antisémitisme ambiant partout dans le monde, et en France aussi, il se laisse aller, il se lâche, et c'est tous ces délires qui ressortent. Alors, Lallet a parlé d'hygiène, par exemple. L'hygiène est un point important. Il s'intéresse beaucoup aux questions de l'hygiène, déjà avec sa thèse de doctorat, c'est Semmelweis, c'est tout porte aussi sur l'hygiène, et il lit beaucoup les scientifiques de l'époque, qui sont aussi les tenants d'un certain racisme scientifique. Il lit par exemple Gobineau, et c'est sur l'inégalité des races. Et il s'intéresse à tout ce délire hygiéniste qui existe déjà dans certains milieux d'extrême droite. Il lit aussi Élie Faure, qui est son ami, qui lui n'est pas raciste, il est plutôt de gauche, mais Élie Faure aussi a une réflexion sur les races. La différence de Gobineau, c'est qu'Élie Faure dit que le métissage est inévitable et que c'est une bonne chose, alors que l'autre, au contraire, s'en défend. Mais même chez Élie Faure, qui est un personnage antiraciste, qui s'oppose au racisme, il y a toute une série de spéculations sur les races qui reflètent le niveau de connaissance des sciences à l'époque où on ne connaissait pas encore la notion de gène. Elle a commencé à apparaître en 1900, le mot gène lui-même a commencé à être utilisé en 1909, c'est tout récent. Et tout ça a finalement joué un rôle sur son évolution et sur ses délires racistes et sur toute cette obsession qu'il reflète dans ses livres sur l'impuissance du médecin, donc du personnage de lui-même dans ses romans, l'impuissance du médecin à guérir les gens ou à les sauver de leur vacherie. Et il y a un tournant qui est intéressant entre Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. On en parlait avec Lallet l'autre jour, c'est que dans Mort à crédit, il y a toujours le médecin, mais l'approche du médecin sur les gens se fait beaucoup plus dure. Alors que dans le Voyage, il y a encore une approche de compassion, disons. Il y a par exemple tout un passage dans le Voyage où il essaie de lutter pour sauver le petit Bébert, le fils de sa concierge qui est malade, donc il essaye mais toujours avec une lenteur qui fait qu'il sait qu'il va perdre ce combat, mais il essaye quand même. À partir de Mort à crédit, il est beaucoup plus cassant. Et il dit d'ailleurs au début de ce livre, je n'ai pas toujours exercé la médecine, cette merde. Il traite son métier qu'il aime pourtant de merde, parce qu'il sait qu'il perd ce combat. Et pourtant, il ne cessera de l'exercer
jusqu'y compris pendant la guerre et jusque dans son exil en Allemagne, quand il va suivre un peu le gouvernement de Vichy dans sa retraite en Allemagne. Même là, il continue à jouer son rôle de médecin et ce n'est qu'après cela qu'il va se couper de la médecine. Et peut-être se couper totalement de la médecine, c'est perdre tout ce qu'il y avait de positif dans son approche par rapport à la nature humaine. Dalet, tu veux peut-être reprendre? Oui, c'est en fait cette différence entre ce qu'il a vécu et ce qu'il a écrit. Je pense il y a une nette séparation entre docteur Louis Destouches et docteur Ferdinand Bartholomew, docteur Ferdinand. C'est en fait Céline, et vous savez, vous aussi, c'est un type lâche et que vous ne voulez pas peut-être faire la connaissance dans les conditions normales. Mais docteur Destouches, c'est différent sur ce point. Il fait preuve d'un humanisme profond et c'est étrange vraiment. Par exemple, pour Dr Destouches, il y a les témoignages de ses patients et ils disent qu'il accueille ses malades avec autant de respect et d'élan fraternel et qu'il avait de la tendresse et une chaleur enveloppante. Voilà, donc c'est vraiment, quand vous connaissez Céline dans les écrits, dans ses romans, ses héros, c'est vraiment choquant d'entendre ces témoignages. Par exemple, il y a un témoignage d'Henri Poulain et il dit que se dégage de lui une force et qui voulait comprendre, secourir et sauver et donner l'espérance. Vous voyez, c'est pas du tout Céline. Et donc, Vito pose la question. Il se demande pourquoi Céline a choisi ce métier, c'est-à-dire ce métier de médecin. Et il donne la réponse et d'après lui, c'était le seul moyen, et véritable moyen de ce jeune homme qui voulait connaître la vie à tout prix, donc qui veut soulager la souffrance. Donc, c'est pour cela, moi, je pense qu'il y a une séparation entre Louis Destouches, docteur Louis Destouches, et docteur Céline. Mais dans ces romans, ces expériences médicales vont se transformer en un univers célinien, à vrai dire, vous avez raison, parce que c'est le voyage et les vécus de Rancy, vous en avez parlé, c'est vraiment le spécialiste et le grand spécialiste Céline Henri Godard dit Rancy, c'est cliché, c'est évident. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est par exemple dans le mot racrédit, ce langage médical s'est aggravé et devient plus brutal et sans merci envers les misérables. Donc, c'est ce regard du médecin dans le roman et dans la vie, c'est un peu différent. Peut-être on pourrait parler un peu plus en détail sur ce regard. Tu me passes la parole, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est ce que je vous... Oui, en fait, moi je pense qu'il y a sans doute une séparation entre Céline médecin et Céline écrivain, bien entendu. Mais moi je placerais la différence plutôt entre le Céline d'avant 36 et le Céline d'après 36. Je pense que l'année 36, avec la publication de Mort à crédit et la déception qu'il a, est une année charnière qui change sa conception de l'être humain. Il y a déjà dans Voyage au bout de la nuit, il y a tout le désespoir qu'il a, il y a toute cette colère contre la vacherie humaine, mais c'est plus de la tristesse que de la colère. Avec Mort à crédit, après plutôt Mort à crédit, ça devient vraiment de la colère. Et il cherche un bouc émissaire, et c'est les Juifs. Et ça, c'est les pamphlets. Alors, il y a, on va pas rentrer dans les détails de sa vie, mais enfin, dans cette année 36-37, il y a toute une série de raisons qui fait qu'il se tourne plutôt vers les Juifs que vers un autre bouc émissaire, qui exprime toute sa frustration de ne pas avoir eu un bon accueil pour ce roman auquel il accordait beaucoup d'importance, que les gens qui avaient beaucoup soutenu Voyage n'ont pas du tout parlé de Mort à crédit, que beaucoup ont parlé contre. Et il estime que c'est la faute aux Juifs. Pourquoi? Parce que la grande presse appartient à des patrons qui sont juifs, qui ont fui l'Allemagne, qui veulent pousser la France à faire la guerre contre l'Allemagne pour récupérer leurs biens. Donc, c'est une obsession sur le rôle néfaste que peuvent jouer les Juifs par rapport à l'expérience de mort et l'expérience de guerre.
ça, il l'utilisera beaucoup après coup, après les guerres, pour essayer un peu de se justifier, alors qu'il y a bien autre chose. Il y a aussi des déboires personnels dans la clinique où il travaille. Elisabeth Craig, qui est la personne à laquelle il a dédié voyage, l'a quitté pour aller aux États-Unis pour rejoindre un médecin juif. Donc, il y a plein de choses qui attisent ces fantasmes-là. Et aussi, surtout, ça, c'est l'approche aussi de Julia Kristeva, une approche psychanalytique, qui dit qu'avec Maura Credy, il s'est totalement lâché sur ses fantasmes et sur ses fantasmes de jeunesse et d'enfance notamment, avec l'utilisation, un recours encore plus fort de tout le langage ordurier sur le sexe, sur les excréments, sur le corps, parce que justement, là encore, le fait qu'il soit médecin, il a une approche au corps qui est différente de nous autres. Tous les médecins ont une relation beaucoup plus intime avec le corps et pas simplement avec le corps en tant que ce que nous voyons de l'extérieur, mais aussi l'intérieur du corps, les organes, les intestins, le sang, tous les liquides, tout le fonctionnement interne du corps. C'est une autre approche. Et à partir de ça, une fois qu'il lâche sa langue, et avec sa langue, c'est aussi son esprit qui commence à se lâcher, qui perd des barrières de la bienséance, et ça facilite ce tournant raciste, antisémite, sur un terreau qui existait déjà, certes, mais qui s'exprime tout à fait autrement avec le milieu ambiant des années 30, où quand même, il faut noter qu'une grande partie de la population, dans le monde entier, ou dans l'Europe en tout cas à cette époque-là, adhérait aux thèses racistes des nazis. C'était tout l'entourage. Et chose intéressante, après les pamphlets, qui sont des textes, alors moi je n'ai pas lu tous les pamphlets, c'est insupportable à lire, il faut dire, j'ai lu Bagatelle pour un massacre, j'ai lu des passages des autres qui ont suivi, des Bondra, etc. Dans ces textes-là, il laisse toute la force de son génie littéraire, il le met au service de ce racisme. Mais ça crée quand même des ruptures par rapport à une partie de son lectorat. Et il cherche à se rattraper, c'est très intéressant. Il veut, en 1936-37, qu'on réimprime Mea culpa, mais en même temps que sa thèse sur Semmelweis. Déjà, il veut le faire dans la version anglaise, qui est en cours de traduction, et il veut qu'on ressorte la version française ensemble. Donc, il veut mettre les deux textes ensemble. En quelque sorte, il a le réflexe de vouloir la rédemption par la médecine, d'essayer de montrer qu'il essaie de faire du bien aux gens. Et encore une citation de Semmelweis que je trouve très intéressante, où il dit l'histoire de Semmelweis nous démontre le danger de vouloir trop de bien aux hommes. C'est une vieille leçon toujours jeune. Rien n'est gratuit en ce bas monde, tout s'explique. Le bien comme le mal se paye tôt ou tard. Le bien, c'est beaucoup plus cher, forcément. Donc, il se positionne en victime. Il a essayé de faire le bien aux hommes, il a essayé de les avertir sur la nature humaine, sur la vacherie humaine, sur le danger qu'il y avait à se laisser aller. Il n'a pas été écouté. Et au contraire, c'est ceux qui veulent la vacherie humaine, c'est ceux qui veulent la guerre, c'est ceux qui veulent la mort, qui l'attaquent, qui l'acculent, qui veulent sa perte. Et il se positionne en victime. Il y a tout un délire paranoïaque qui se développe à partir de ça dans tous ces textes, et notamment dans les pamphlets. Voilà aussi un peu comment cette déception de la défaite du médecin joue un rôle dans le tournant de l'écrivain. C'est aussi cette période, Henri Godard le dit dans sa biographie de Céline, 36-37, c'est le moment où il perd un peu aussi sa vitalité littéraire. Il n'arrive plus à écrire. Il a un projet de roman, il essaie de se lancer là-dedans, mais ça ne marche pas. Et il préfère se laisser aller dans l'ivresse des pamphlets. Les pamphlets, c'est beaucoup plus facile. Il peut utiliser son talent, il peut utiliser toutes les trouvailles de langue qu'il a fait dans ses romans, mais sans avoir cette rigueur qu'on a dans une œuvre littéraire. Et c'est ça qui lui permet de se lâcher. Il y a son roman Casse-Pipe qui ne marche pas, qui n'arrive pas à progresser. Et l'écriture du roman est interrompue par l'écriture du pamphlet, par Mea culpa, puis par Bagatelle. Et là, c'est le tournant de la facilité, il se laisse aller et il ne pourra plus écrire rien de sérieux jusqu'au roman d'après-guerre, en fait. Il y aura Guignol's Bond aussi entre-temps, mais qui n'a pas non plus le succès qu'il souhaitait. Ce n'est qu'avec la trilogie d'après-guerre, qui est, je pense, sur le point linguistique, qui est la partie la plus forte de son œuvre linguistiquement, même si sur le contenu, je continue à pencher sur Voyage au bout de la nuit
qui est l'œuvre la plus forte par le contenu, mais du point de vue du style linguistique de la langue, c'est vraiment la trilogie d'après-guerre où il atteint le sommet. Ce n'est que là qu'il pourra se retourner vraiment vers la littérature. Oui, c'est en fait c'est ce que donc pour ce côté de l'antisémitisme, à mon avis, il voit l'origine de tous les maux, de tous les scandales de sa vie personnelle chez les Juifs. Et donc c'est pour cela juif, c'était un mot clé qu'il utilisait souvent pour symboliser tous les peurs, tous les haines, tous les refus. Hein. C'est vraiment, il faut bien penser son côté avec sa vie personnelle, avec ses passions, ses déceptions. Et pour Céline, par exemple, la grande maladie de l'homme, c'est le pourrissement, n'est-ce pas? La dissolution. Et donc, vous en avez parlé de son vue sur le corps. Et donc, il attire notre attention sur ce corps et son expressivité. Donc, il déconstruit, il démystifie les valeurs morales et spirituelles au plan matériel et corporel. Par exemple, c'est la chair. La chair, c'est inévitablement, elle est condamnée à se décomposer, à se disparaître dans les œuvres de Céline. Et dans le ventre se trouve tout ce qui est pourri. Et pour le cerveau, il dit, par exemple, c'est ennuyeux le cerveau. Donc, c'est l'énorme ennui gris mou. Donc, à mon avis, le corps, c'est pour Céline, c'était une matière non, c'est pas en fait une matière ou une physiologie, c'est plus qu'une anatomiste. Donc, c'était un consommateur et un producteur, le corps, dans ses romans. Nous voyons ses vomissements, ses excréments. Et voilà, donc tout cela tient une place spectaculaire et dans les romans de Céline. Donc, je voudrais ici à ce et de parler un tout peu sur ce, peut-être on m'a posé la question, c'est l'influence freudienne, n'est-ce pas? Dans Le Voyage, il fait référence tout le temps à la théorie psychanalytique, mais sur ce côté, je ne suis pas très sûre de la sincérité de nouveau de Céline. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai le sentiment qu'il joue avec nous, les freudiennes. Donc, et en somme, c'est un regard, c'est ce regard de médecin, et ne laisse aucun défaut à la chance. Il disloque tout, le corps humain, au sens large et global, avec un sang-froid typique pour un médecin, mais avec comme vous avez dit, c'est avec un mépris, et surtout c'est depuis le mot Racredie, c'est en fait, il y a avec un mépris, une colère, un dégoût, qui n'est pas du tout typique pour un médecin. Je pense que, et aussi, par exemple, il y a des passages dans ces romans qui me semblent, c'est seulement les médecins qui vont comprendre profondément. Et par exemple, à ce point-là, je voudrais parler, si vous me permettez, de notre regard, de notre médecin, qui m'intéresse aussi. Et dans ma thèse de doctorat, la question essentielle, vous savez très bien, ou plutôt j'ai essayé de démontrer, l'identification auteur-traducteur se reflète certainement dans la traduction et dans le texte. Et j'ai recherché les preuves pendant 3 ou 2 ans. Et après avoir longtemps recherché, vous et Céline simultanément, un jour, j'ai remarqué que votre regard du médecin dans l'œuvre, c'est-à-dire ce regard médecin-traducteur dans l'œuvre traduite, c'était vraiment un moment de requin pour moi. Donc, il y avait le même élan, les termes choisis, les phrases médicales, les observations, descriptions médicales. Donc, dans la traduction, j'ai observé, et malgré l'accord unanime des autres spécialistes, il y a des passages où vous prenez l'initiative. Et là, par exemple, aussi la postface est une preuve évidente entre cette entente entre médecins, n'est-ce pas? C'est pour cela, je voudrais poser la première question de cette soirée. C'est, qu'est-ce que vous en direz? Peut-être, c'est vraiment être médecin
facilite la lecture des romans de la Céline. Tu es là pour poser des questions, enfin, voyons. C'est un piège, non? Je suis curieuse et je ne peux pas faire autrement. Non, avec plaisir. Disons que c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappé, donc déjà en relisant Céline avec l'œil du traducteur cette fois-ci, parce que pour la petite histoire, quand la maison d'édition Apocrédie et Nice Patour en tête m'ont proposé de traduire Céline, je n'étais pas un traducteur très chevronné, j'avais traduit quelques livres quand même, j'avais traduit Jean-Marie Laclaftine qu'on a reçu la semaine dernière, mais rien de mon CV de traducteur ne me poussait à devenir traducteur de Céline. Sinon, deux choses. Une, j'avais fait des études de médecine comme lui, même si je n'étais pas allé jusqu'au bout, j'étais allé que jusqu'en dernière année. Et aussi, j'étais interprète. C'est-à-dire que je maniais la traduction orale, si j'ose dire, c'est-à-dire disons, la traduction, la transposition, la transcription du langage oral. Or, la particularité du style de Céline, c'est qu'il introduit la langue orale dans l'écrit. C'est ça, la révolution qu'il veut faire dans la littérature française, dans la langue française. Il en a assez de ce français académique, de ce français bien écrit, et il veut introduire toute la force de l'oralité, donc des sentiments, donc de l'affect, de l'émotion dans le texte. D'où son obsession d'introduire sa musique, le rythme, de rythmer son texte. Donc, j'avais deux approches professionnelles dans ma carte qui me permettaient d'avoir une autre lecture de son œuvre. Et l'aspect médical, c'est aussi, bon, il parle en effet beaucoup du sang, des excréments, ça saigne, ça gicle, ça pue partout. Mais cette approche-là, elle est drôle. Elle n'est pas répugnante en soi. Elle peut être répugnante pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ces mots, à ces concepts, ou à voir ces choses, ou à toucher le corps humain, à mettre ses mains dans le corps d'un être humain comme le font les chirurgiens, ou à palper les organes, à voir tout ce qui est tout ce qui est sale, tout ce qui est malade de l'intérieur. Ça, en tant qu'être humain, en général, ça nous repousse, ça nous écœure, ou ce sont des choses qu'on n'a pas envie de voir. Parfois même, on a du mal à voir nos proches quand ils sont malades, quand ils ont des éruptions cutanées, même nos proches peuvent nous dégoûter. Alors que pour le médecin, il est quand même habitué, c'est son matériel quotidien. Donc, quand je lisais tous ces passages de Céline, moi je voyais plus facilement peut-être que d'autres, je pense que tout bon lecteur le voit quand même, tout le côté comique, la façon dont il traite ce matériel. La particularité, c'est que c'est un matériel qui n'est pas souvent traité avec cette crudité-là dans la littérature. Or, lui, il n'hésite pas, il jubile, il en parle. Il y a une scène de viol d'un jeune enfant puis d'un adolescent dans Mort à crédit qui dure sur 20-30 pages, en rentrant dans des détails anatomiques, physiques, physiologiques, scatologiques incroyables, ou une scène encore de traversée de la Manche dans Mort à crédit, où tout le monde se vomit dessus pendant encore 25-30 pages dans tous les détails, parce que ce sont il joue avec tous ces concepts, et il joue, il met toute la force de sa langue derrière. Et dans la traduction, là où ça m'a guidé, il y a un exemple que j'aime bien raconter aussi à mes étudiants dans les cours de traduction, c'est la façon de lire le texte. Je vais vous lire, j'ai préparé ce passage à l'avance, c'est un super passage où dans Voyage au bout de la nuit, il raconte comment les gens des banlieues viennent travailler en ville. Donc, ils viennent avec le tramway qui les ramène de la lointaine banlieue. Ils arrivent, le tramway débarque tous ses passagers dans le trou du métro. Après, ils vont en ville, là où ils travaillent. Et il raconte comment les gens sont fatigués, dans quelle situation ils sont pendant qu'ils vont au travail. Et voilà le passage. Le métro avale tout et tout, tous et tout. Les complets détrempés, les robes découragées, les bas de soie, les métrites, les pieds sales comme des chaussettes, inusables et raides comme des termes. Avortement en cours, tout ça dégouline jusqu'au bout noir. Donc, il y a toutes ces images qui tournent encore une fois autour du corps, les pieds sales, les robes découragées, les bas de soie, les métrites. Alors, métrite, c'est le terme médical qu'on utilisait à l'époque pour dire endométrite. Donc, ici,
une maladie de l'utérus. Des avortements en cours, tout ça dégouline. Et donc, il y a l'image du tramway qui arrive vers le trou et qui dégouline. Donc, c'est aussi une image sexuée dans tout ça. Alors, traduire ça, très bien, on s'y met. Seulement, il y a une particularité. Il parle de col inusable et raides comme des termes. Alors, c'est quoi les cols inusables et raides comme des termes? Un sens premier, auquel peuvent penser beaucoup de gens, c'est les cols, les chemises, parce qu'à l'époque, c'était les cols en amidon qu'on réutilisait. Des cols inusables et raides comme des termes. Alors, terme, encore une fois, c'est un terme qu'on utilisait dans les années 30 pour désigner le loyer, ce que je ne savais pas. J'ai dû faire des recherches pour comprendre de quoi il parlait sur le terme. Et Céline est obsédée par les termes, parce qu'il n'a jamais beaucoup gagné sa vie, et donc il avait toujours des problèmes pour payer ses termes, et il en parle dans plusieurs de ses textes. Alors j'étais en correspondance avec le professeur Godard, qui, en l'absence de l'auteur, a été le substitut de l'auteur pour moi. C'est vers lui que je me tournais quand je comprenais mal ou que j'avais des hésitations sur le sens de telle ou telle phrase. Et raide comme des termes, eh bien oui, la fin du mois, le loyer à payer, ben c'est raide, c'est dur. Ça, c'est le premier sens. Mais l'ancien étudiant en médecine, l'ancien carabin que je suis, quand il voit le mot col, il ne peut pas ne pas penser au col du fémur ou au col de l'utérus. Et quand dans un texte ou dans un paragraphe, je vois beaucoup d'allusions aux maladies gynécologiques, avortement en cours, métrite, et dans beaucoup d'autres textes aussi, toutes les patientes qu'il voit mourir, c'est souvent de maladies gynécologiques. Sa thèse de doctorat, c'est sur Semmelweis, qui parlait des fièvres purpurales chez celles qui venaient d'accoucher. Donc, il y a toujours cette approche. Je me suis dit, mais attention, l'école inusable, c'est peut-être aussi l'école d'utérus inusable à force de faire des grossesses et des grossesses à répétition, puisqu'à l'époque, la contraception n'existait pas vraiment. Et vous voyez que dans tous les romans de l'époque, de ces années-là, Henri Miller, par exemple, qui parle beaucoup de relations sexuelles, après chaque fois que les gens font l'amour, hop, les femmes courent sous la douche se laver pour ne pas tomber enceinte. C'est l'obsession. Et donc là, l'école inusable, ben, c'est peut-être les femmes qui sont obligées de faire des accouchements ou des avortements à répétition parce qu'il n'y a pas vraiment moyen à 100% de s'en protéger, comme avec l'invention de la pilule plus tard. Et raide comme des termes. Quand je vois le mot terme, moi, je ne peux pas ne pas penser au terme de l'accouchement, au terme de la grossesse. Et au terme de la grossesse, ben, le ventre est raide, il est dur. Donc, col inusable et raide comme des termes, ça peut être soit des cols de chemise inusables et raides comme des loyers, soit des cols d'utérus inusables et raides comme des grossesses à terme. Moi, je lis deux phrases dans cette phrase. Et comme je sais que Céline aime beaucoup jouer avec la langue et qu'il ne se lasse pas de faire ça aussi ailleurs, il y a une phrase où il parlait des plumes. Et ce garçon était dans les plumes, on n'a jamais vu de métier plus hasardeux que les plumes. Et plume étant la plume, il peut être commerçant de plumes d'oiseaux, mais la plume, c'est aussi l'écrivain, c'est aussi l'écriture. Et la plume en argot, c'est aussi l'organe sexuel masculin. Des hauts et des bas dans la plume. Donc, en une seule phrase, il en fait 9, en fait. Céline aime jouer avec la langue, il le fait partout, alors pourquoi pas ici? Et j'en ai discuté avec Henri Godard, qui me dit, mais non, vous faites je pense que vous faites de la surinterprétation, le sens, c'est les termes de loyer, il est obsédé par le loyer, et c'est l'école de chemise, parce qu'à l'époque, tout le monde mettait des cols en amidon. Dans un premier temps, j'ai dit, bah oui, quand même, Henri Godard a écrit je ne sais pas combien de livres sur Céline, il sait ça mieux que moi. Puis après, j'ai dit, mais non, finalement, Henri Godard n'est pas médecin. Il n'a pas l'œil du médecin. Moi, oui, je pense qu'un médecin comme Céline ne peut pas avoir écrit cette phrase sans penser à col d'utérus et sans parler à terme de grossesse. Et donc, en turc, évidemment, on ne pouvait pas faire le même jeu de mots. J'ai traduit en mettant les deux phrases. C'est-à-dire, col de chemise inusable et raide comme des loyers, virgule, col d'utérus inusable et raide comme des grossesses à terme. C'est un choix qui peut être discutable, mais comme ça que j'ai préféré choisir. Donc voilà comment, en un exemple très, très vivant, le fait que nous ayons un peu eu la même formation a joué dans ma vision du texte et dans la traduction que j'en ai faite. Oui, c'est vraiment donné
cet exemple clair. Et vraiment, je vois la démonstration de ce que je voulais démontrer dans ma thèse de doctorat. Et voilà, je pense que ce regard de médecin ne jamais, ni dans ses romans. Et voilà, donc il avait toujours ce regard et il est toujours un écrivain et un médecin. Je pense ça. Voilà, et c'est pour cela que, à mon avis, la médecine est cet homme clé et aussi pour la compréhension de son œuvre. Un dernier mot peut-être avant de passer aux Surtout, questions, parce que je vois qu'il est déjà 8 heures. Ah, pardon. Voilà. Oui? Non, non, répète parce que je t'ai coupé. Pardon? Je t'ai coupé, peut-être que tu peux répéter la dernière phrase. Et voilà, la dernière phrase, c'est ce que je voudrais dire et c'est ce qu'il répète tout le temps. Il est un médecin et un écrivain. Donc, il n'a jamais laissé ce regard médecin pendant ni toute sa vie, ni dans ses œuvres. Et il a regardé l'homme avec toujours ce regard de médecin. Et après, il va fantasmer ce regard dans ses romans. C'était ça, en fait. Alors, juste un dernier mot avant de passer aux questions, parce que je vois qu'il est déjà 8 heures. Oui, il y a les deux, mais en même temps, le fait d'être un médecin et d'être en contact avec les gens en permanence à travers les cliniques, les visites qu'il fait, ça lui permet aussi d'avoir un observatoire sur la nature humaine. Parce qu'il voit tout ce qu'il y a de plus intime chez les gens, dans leur vie familiale. Il va chez les gens, il va voir leurs maladies, il entend parler des secrets de famille, des choses, la façon dont ils mangent, la façon dont ils font l'amour, la façon dont ils abordent la maladie. Donc, ça lui permet aussi d'avoir un regard de l'intérieur très important par rapport à la nature humaine. Et c'est ça qu'il cherche à raconter dans ses livres essentiellement. Donc, ça aussi, c'est un point important, je pense. Voilà. Alors, je me tourne peut-être maintenant vers Mathilde et Sarah pour les questions. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Nous allons essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, une première question. Attendez. Peut-on considérer le personnage en tant que personnage égocentrique? C'est la question. Yid, je ne vous entends pas. Activez votre micro. Ouais. Non, je disais oui. Là, tu veux commencer ou? Ben, je voudrais sûrement, c'est Céline et vraiment c'est égocentrique. Il a parlé dans tous ses romans de lui et de lui, de ses entourages, de ses observations, de ses passions, de ses peurs, de ses hantises. C'est ça, oui. Oui, mais j'apporterai une nuance en ce sens que il est bien sûr cette dimension égocentrique, comme l'ont peut-être tous les écrivains, c'est-à-dire des gens qui, mea culpa, qui essayons de dire notre vérité aux autres et donc qui aimons que cette parole soit entendue. Donc nous avons aussi peut-être l'obsession d'être entendus ou d'exprimer ce qu'on a exprimé. Et Céline là, très clairement, il le démontre dans ses livres, mais ce n'est pas le genre d'écrivain qui ne s'intéresse qu'à lui. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup de lui, et il pense que sa parole est importante, il se fâche quand elle n'est pas entendue, alors il est en colère avec ses éditeurs notamment, c'est la bagarre avec les éditeurs sur les sous, sur la façon dont il traite ses livres. Ça, c'est par exemple le thème de beaucoup c'est le côté intéressant des pamphlets. Si on retire toute la dimension horrible antisémite, il y a quand même cette matière dans beaucoup de pamphlets qui sont intéressantes, et c'est dommage que ça soit enseveli sous cette merde antisémite. C'est qu'il y a quand même un contenu très fort dans ses rapports avec ses éditeurs, dans le monde de l'édition, le rôle de l'écrivain. Mais quand on voit quand même ces romans, il s'intéresse aussi à tout ce qui se passe dans la nature humaine, dans l'être humain. Il a aussi un rôle d'observateur fabuleux, que ce soit dans Voyage au bout de la nuit, que ce soit dans sa trilogie d'après-guerre. Il est quand même le seul témoin qui nous a raconté de première main tout ce qui se passait dans le gouvernement en exil de Vichy, quand ils étaient à Sigmaringen, en Allemagne. Comment s'est passée de l'intérieur la défaite de l'Allemagne.
tout ce voyage dans le nord où il traverse l'Allemagne en train, il raconte comment l'Allemagne était en train de perdre la guerre, ce qui se passait à l'intérieur. Il est l'un des rares écrivains à l'avoir écrit comme ça, presque à chaud, dans Rigaudon aussi. Donc, il a quand même un intérêt énorme sur la nature humaine. Et même si, vers la fin, il devient en effet de plus en plus dur, quand on lit attentivement Voyage au bout de la nuit, on dit que c'est un livre très noir qui est basé sur la vacherie universelle, la vacherie humaine, c'est vrai, mais il y a quand même énormément de pages de tendresse aussi dans ce livre, sur les êtres humains. Et c'est à ça que ça me fait penser aussi un peu à ce que disait Camus, la phrase que j'ai citée au début. Il y a un moment où, à force de vouloir faire le bien, le rôle du médecin, essayer de guérir la maladie, la mort, et qu'on y échoue systématiquement, il y a un moment où on en a marre. On est fatigué, on est là, on baisse les bras et on veut crier tout son dégoût. Et à mon avis, c'est ce qu'il fait un peu dans une partie de ses romans, surtout dans ses pamphlets. C'est crier son dégoût. Et alors, là où sa lâcheté le conduit à prendre pour cible une partie, il le faisait un voyage. C'est assez étonnant de voir comment quelqu'un qui écrit le début du voyage, où il parle de la race française qui est allée jusqu'en France parce qu'elle ne pouvait pas aller plus loin, devenir tout d'un coup défenseur de l'identité française ou de l'identité européenne contre ces Salopins ou contre ces Shintok, etc. C'est quand même, il y a quelque chose, un ressort qui s'est cassé là. Ce n'est pas une évolution, je dirais, naturelle, même s'il y avait des traces déjà avant. Voilà. Merci. Nous avons une question de M. Jean-Jacques Victor. C'est pour vous, Yit. Oui. Monsieur Bénard est-il favorable à la réimpression des pamphlets qui sont disponibles sur Internet et dans une excellente édition critique québécoise? La réponse est dans la question. Je pense qu'il est totalement hypocrite de vouloir fermer les yeux sur les pamphlets, de vouloir interdire leur réimpression à partir du moment où n'importe qui, il suffit de cliquer sur deux touches et d'écrire 2-3 mots sur Internet pour avoir accès à ces textes. Il est bien évident qu'avoir accès à ces textes dans une édition critique serait beaucoup plus importante que les gens aillent au contraire en faire un objet d'héroïsme ou un secret de littérature qu'on essaie de dévoiler. Mais attention, en même temps, l'édition critique est vraiment importante ici. On peut le retrouver dans les raisons pour lesquelles l'épouse de Céline, que vous avez eu le privilège de rencontrer, expliquait pourquoi elle ne voulait pas que ça soit réimprimé. Elle disait, il a tellement de talent, et même dans ses textes, il écrit avec tellement de talent qu'il serait capable de convaincre encore des gens à ses thèses. Et c'est pour ça c'est comme ça qu'elle expliquait en tout cas, qu'elle ne voulait pas que ces pamphlets soient réimprimés. Mais aujourd'hui, entre les pamphlets de Céline et toute cette littérature raciste, antisémite, anti-musulmane, anti-arabe, anti-africaine, anti-européenne pour d'autres, quand on voit les publications du Daesh, par exemple, c'est le racisme à l'envers. Quand on voit toute cette saleté de racisme qui se déverse sur le monde entier librement, y compris dans les discours politiques, je ne vois pas pourquoi on interdirait spécifiquement les pamphlets. C'est hypocrite. Après, c'est vrai que les pamphlets ne sont pas faciles à lire pour... autant beaucoup de gens sont rébutés, y compris par Voyage au bout de la nuit ou par des passages particuliers de Maura Crédit, qui sont aussi très durs. Autant ils sont drôles. Mais autant dans les pamphlets, même si Céline essaye d'être drôle, il y est beaucoup moins. Ça fait beaucoup plus grincer des dents. Et c'est vraiment un délire tellement nauséabond, surtout que nous savons maintenant, après coup, ce à quoi a conduit ces écrits-là. Au moment où il les écrivait, il déversait son fantasme anti-juif, très bien. Mais maintenant qu'on sait ce qu'est la réalité des camps de concentration, ce qu'est la Shoah, ce qui s'est passé, ce que des gens qui avaient les mêmes idées que lui ont fini par faire, on a une autre vision a posteriori. Alors lui, il s'en est défendu après, il disait oui, mais attention, moi quand je disais qu'il fallait se débarrasser des Juifs, je ne voulais pas dire qu'il fallait les exterminer. Je disais qu'il fallait les renvoyer chez eux. Or, cette idée, ce discours de renvoyer les immigrés chez eux, renvoyer les réfugiés chez eux, il est encore présent aujourd'hui dans tous les discours politiques européens.
Aujourd'hui, quand on condamne la capitaine d'un navire qui a sauvé des réfugiés en haute mer parce que c'est contraire à la protection des frontières de Schengen, on ne fait pas tellement mieux. Hein. Donc, au contraire, peut-être que la publication des pamphlets ou un débat critique autour de ça, un débat à fond sur le racisme permettrait de voir les choses un peu autrement. Le racisme, ce n'est pas que les méchants nazis qui ont fait ceci il y a 50 ans. Et nous sommes les gentils qui ne sont pas soupçonnés d'être racistes, surtout qu'on ne veut pas lire Céline qui est un méchant raciste. Ça, cette attitude-là, je la trouve hypocrite. Il faut voir en face tout ce que le racisme a de vital aujourd'hui encore. En Belgique, ce n'est que maintenant qu'on est en train de remettre en cause la personnalité du roi Léopold II et qu'on est en train de revisiter toutes les atrocités qu'il a fait au Congo, qui était sa propriété privée. La Belgique, 30 000 km², le Congo, 2,5 millions de km². Et c'était la propriété privée de Sa Majesté qui coupait les mains des Congolais. Il avait demandé à ses soldats de ramener une main pour prouver que chaque balle était utilisée à bon escient. Et on a des photos de toute une série de Congolais dont le bras a été coupé parce que non seulement en plus il coupait les mains, il allait récupérer de l'argent, mais il ne s'amusait même pas à les tuer. Donc, ces atrocités de ce roi Léopold II, qui est un deuxième Hitler, peut-être, il a peut-être tué autant d'Africains qu'Hitler a tué de Juifs, on s'en rend compte à peine maintenant, plus d'un siècle plus tard. En Turquie, quand est-ce qu'on aura un débat serein sur 1915? Donc que chacun regarde son histoire un peu autrement et que chacun se confronte à son racisme intrinsèque un peu autrement. Voyons quels sont nos dictons, nos proverbes sur les juifs de chez nous, qui ne sont pas forcément juifs, qui peuvent être arabes, qui peuvent être kurdes, qui peuvent être arméniens, qui peuvent être marocains, qui peuvent être X ou Y. Mais bon, le racisme, ce n'est pas simplement une affaire finie, gelée en 1945 et qu'il suffit de condamner aujourd'hui en étant tranquillement assis et en votant pour l'extrême droite à 40% dans tel ou tel pays ou à 15% dans tel autre, sans se poser des problèmes de conscience plus profonds. Je suis favorable à cette réimpression, mais de façon très critique. Pas pour considérer que c'est un matériel banal. Non, ce n'est pas un matériel banal. Merci beaucoup, Yit. Alors, d'autres questions, je regarde. Nous avons une question sur les femmes. Quel est le problème de Céline avec les femmes? Allez. Nous, en fait, à mon avis, Céline a un problème avec tout le monde, seulement avec les femmes. Et surtout, pour les femmes, quand je pense les femmes et Céline en même temps, ce qui me vient, c'est en fait la danse, n'est-ce pas? Il adore la danse, il adore les danseuses. Et il a un penchant très net sur le corps féminin. Donc, c'est pour cela, Céline, en fait, je dirais pour les femmes, Céline, à mon avis, il n'a pas un regard très spécialisé, très critique seulement à l'égard des femmes. Il a ce regard très critique et sans merci à l'égard de tout le monde. En fait, pour les femmes, il aime les femmes, Céline. Et je pense comme ça, voilà. Yit, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je suis encore d'accord. Il a. Est-ce que c'était un macho classique? Non, autant qu'un homme de son époque sans doute. Un homme d'avant le féminisme, un homme qui n'avait pas rencontré le mouvement des femmes comme les hommes d'après 68 ou d'après les années 2000 l'ont rencontré, certainement. Il était très porté sur la question sexuelle, il le dit, il l'exprime dans ses lettres, notamment, il en parle beaucoup. Il avait des pratiques sexuelles qui n'étaient pas les pratiques classiques de son époque. Il aimait faire l'amour à plusieurs, il aimait regarder les autres faire l'amour devant lui, donc il avait des pratiques qui n'étaient pas du tout les pratiques courantes moyennes de son époque, donc il avait une approche très particulière. Mais c'est vrai que cette obsession pour le corps des danseuses, c'est aussi quelque chose de particulier, c'est aussi tout son rapport au corps. Moi, je pense qu'un médecin n'a pas le même rapport au corps, même de la bien-aimée ou du bien-aimé que quelqu'un d'autre. On sait
que derrière la peau que l'on caresse, eh bien, il y a des vaisseaux, il y a peut-être des intestins, il y a des... On le sait. Le savoir est une chose. Ce n'est pas tout à fait le même objet de désir, c'est une autre vision qui se forme. D'où peut-être son obsession pour l'esthétisation, entre guillemets, du corps féminin à travers le corps parfait, entre guillemets, encore une fois, de la danseuse. Peut-être. Mathilde? Merci Yit. Sarah, est-ce que tu vois d'autres questions? Je suis en train de remonter dans le chat. Je crois que nous avons une question pour l'aller. Vérifier aussi. Alors, il y avait une question pour l'aller. Attendez. Tu l'as trouvée? Oui. À quel point Céline a réussi à rassembler le fantastique ou la fiction à la réalité? J'essaye de reformuler un peu la question. Yit, vous m'avez compris ou pas? J'essaie de lire aussi. Oui, c'est parce que ça a été copié plusieurs fois. Oui, c'est à quel point elle a réussi à rassembler le fantastique ou la fiction avec la réalité. C'est en fait, c'est tout son œuvre. et Céline, il a toujours fait ça. Donc, il est un grand observateur. Et il a toujours utilisé ce regard messin que nous avons parlé cette soirée en détail. Donc, ils observaient. Il fantasme, après il fantasme dans ses romans cette réalité. Donc la réalité des romans, ce n'est jamais la réalité de la réalité. Il y a toujours ce côté fantastique. Et donc c'est à ce côté, je pense que le délire célinien, il est important. Il se laisse aller à ce délire. Et après ça, tout ce qu'il observe devient un univers typiquement célinien dans ses romans. Et tout ce qu'ils observent se projette dans son style et dans ses écrits avec comment je dirais, avec une vision acharnée. Et ce n'est jamais vraiment la réalité de la réalité dans ses romans. Et ils exagèrent, ils manipulent, ils réorientent, et ils fictionnent, c'est-à-dire ils changent la vérité, les personnages. Et aussi, ce qui est important à ce point-là, à mon avis, et ce n'est pas seulement ces observations que il utilise dans ses écritures. Il utilise les observations des autres et les expériences des autres, les vécus des autres, et il les rassemble et après il les collecte et après il projette tout ce qu'il remplit dans ses romans. Voilà, c'est un génie d'autofiction à mon avis. C'est-à-dire quand Céline a écrit Le Voyage, et le genre autofiction n'était pas déterminé, n'était pas défini, mais à mon avis, il est le grand précurseur de ce genre. Donc, c'est-à-dire, ces romans, ce ne sont pas autobiographiques, mais ce ne sont pas seulement de la fiction. Donc, il a une fusion très réelle entre ce réel et ce fantasme dans toute l'œuvre de Céline. Voilà, je pense que c'est vraiment, il a très bien réussi ça. Une chose que je pourrais ajouter, c'est par rapport à la mort. Alors en revanche, chaque fois qu'il parle de la mort, et toute son œuvre parle aussi un peu de la mort finalement, il y a un côté très réel dans le sens où il n'enjolive jamais la mort. Il ne fait jamais d'héroïsme autour de la mort. Dans beaucoup de récits de guerre, il y a toujours un aspect héroïque. Hein. On meurt pour la patrie, on meurt pour la bonne cause. C'est le patriote qui meurt pour sa patrie ou le partisan qui meurt pour la bonne cause. Chez Céline, il n'y a pas ça. La mort est quelque chose d'inutile, elle est quelque chose de violente, elle est quelque chose de définitif et c'est de la merde. Et il le dit. Quand on voit tout le début de Voyage au bout de la nuit, c'est très frappant. Il montre la réalité de la guerre à travers la réalité de la mort. Et ce n'est jamais beau, ce n'est jamais héroïque, ce n'est jamais romantique. C'est de la merde. On meurt, on crève ses tripes, le sang coule et les gens meurent. Et ils crient maman.
il y a un film qui est intéressant, c'est comment ça s'appelle, Sauver je ne sais pas comment ça se dit en français, moi je l'ai vu en anglais, c'est une Private Ryan, c'est Sauver le soldat Ryan, je ne sais pas quoi. Il y a les 20 minutes de ce film qui est très différent des films de guerre classiques, où il y a toujours cet aspect héroïque des bons qui se battent contre les mauvais. Là, le film s'ouvre sur une scène où c'est le débarquement de Normandie, le bateau arrive sur la côte, la porte s'ouvre et ça commence à mitrailler. Et les gens meurent sur le coup, les uns après les autres. Donc, toute cette réalité, c'est la mort bête. On meurt comme des mouches. Comme disait Camus, il ne faut jamais s'habituer à ce que les gens meurent comme des mouches. Et pour que on ne s'habitue pas à ce que les gens meurent comme des mouches, il faut regarder en face ce qu'est la mort. Or, ça aussi, c'est le regard du médecin. Le médecin est celui qui regarde la mort en face, qui la voit tous les jours. C'est patient. Qui voit que ce n'est jamais drôle qu'on meurt et c'est forcément dans les scènes, c'est quand le malade, et c'est pas un hasard si le chat qu'ils ont récupéré des années après, ils l'ont appelé Bébert, du nom de ce héros de roman, qui était très probablement inspiré d'une personne réelle qu'il a dû connaître dans sa banlieue. Donc, à part la compassion, qui s'exprime dans un ou deux endroits, tout le reste, c'est très réel. Là où je te rejoins totalement, c'est que dans les scènes de mort, parfois, il exagère aussi, il noircit encore plus par hargne. Oui. C'est pas pour enjoliver, c'est la hargne. Mais vous voyez bien, vous mourrez, vous êtes des cons. Là, c'est pour dénoncer qu'ils noircissent là. La caricature, mais c'est toujours très réaliste, je pense. Voilà, cette nature profonde humaine, c'est vraiment, il n'a pas essayé de fantasmer cette nature humaine. Voilà, il écrit telle qu'elle est. Oui. Et c'est peut-être en ça qu'il y a une contradiction profonde, justement, entre les pamphlets et ces romans. Dans ces pamphlets, même s'il s'en défend, qu'il dit qu'il a juste voulu déporter les Juifs et pas les tuer tous, il y a quand même une haine de l'être humain qui se manifeste, qui n'est pas là dans les romans. Mais là, dans les pamphlets, on sent la haine, on sent la volonté de détruire, on sent l'homme blessé qui fantasme en trouvant des boucs émissaires. C'est autre chose, c'est beaucoup plus dur. Là, ce n'est plus tout à fait le même Céline, justement. C'est là qu'il y a je pense, une coupure, il chante un moment et après il ne peut plus rattraper la sauce, c'est trop tard, c'est sorti. Et à tel point qu'il a, vers la fin de la guerre, quand on sent en France que l'Allemagne va perdre la guerre, il commence à écrire à ses amis antisémites qui sont plus ou moins proches politiquement. Et encore, ils ne s'entendent pas tous entre eux. Il y a d'autres écrivains antisémites, Brasillac par exemple, qui aussi dirige une gauche antisémite. Céline ne veut pas trop se mêler du collectif, il n'est pas pour le collectif, il est toujours très personnel. Ils ne s'entendent pas du tout entre eux, ils se tapent dessus parfois, plus ou moins gentiment parce qu'ils sont du même bord quand même, mais l'un se fait fusiller, l'autre arrive à s'enfuir. Mais si vous voulez, là dans ce Céline-là est différent. Ce n'est pas le Céline du roman, ce n'est pas le Céline qui passe par l'art ou par la littérature. Il dira après, oui, pardon, j'ai perdu le fil de mon idée. Il disait que quand l'Allemagne allait perdre la guerre, finalement, on allait oublier tout le reste, que c'était les intellectuels qui avaient pris position qui allaient payer pour tout le monde. Il l'écrit dans ses lettres, il en parle, il a peur, il dit, mais ça va nous retomber dessus. Zut, je me suis trop avancé. Et il écrit à toute une série d'écrivains qui avaient pris des positions antisémites dans les fin des années 30, en leur disant, oui, mais enfin, vous ne vous mouillez pas, dites-le que vous êtes antisémite. Parce qu'il ne veut pas être le seul à s'être avancé. Donc là, il a conscience qu'il est allé trop loin, qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, il s'est laissé emporter, il s'est laissé porter par l'ivresse. Henri Godard utilise l'idée de l'ivresse des idotes qu'on laisse aller à l'ivresse. Il s'est laissé emporter par cette ivresse antisémite, raciste, etc. Et après, c'est le point de non-retour.
même s'il réussira à se faire une notoriété littéraire avec la trilogie d'après-guerre, il ne sera plus jamais le même Céline et il ne pourra plus jamais être lu avec le même regard. Alors, une petite chose particulière peut-être, parce que d'association d'idées, la réception de Céline en Turquie a été très intéressante et elle est encore aujourd'hui très différente de celle qu'il a en France, dans la mesure où, même si en Turquie on parle bien sûr de son antisémitisme et de son rôle dans la Deuxième Guerre mondiale, des prises de position qu'il a eues, ce n'est pas le même vécu affectif. En France, l'idée de la collaboration, l'idée de l'antisémitisme, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lié à une conscience collective, à un traumatisme collectif, à un émotif collectif par rapport à cette période. C'est très vivant. Donc, on ne peut pas aborder quelqu'un comme Céline comme juste un objet littéraire quelconque. Alors qu'en Turquie, comme il n'y a pas tout ce passé commun qu'il y a en Europe, on l'a accueilli plus comme un auteur, oui, qui a peut-être des idées qui sont un peu loufoques, qui sont pas bonnes, qui ne sont pas gentilles, mais enfin, c'est quand même sacrément bon ce qu'il a écrit. Donc, on l'a plus découvert Céline à travers sa littérature, sa langue, et les sujets, les deux premiers romans qu'il aborde, même si moi-même j'ai écrit des textes en préface expliquant je ne vais pas passer ça sous silence, mais même si on le dit, ça n'a pas la même résonance émotive chez les gens. Donc, il est plus lu comme il a été lu en 1932, le voyage. Voilà. Donc, avec plus d'innocence, un regard plus innocent, plus neutre, plus bienveillant, du coup, par rapport à la force de son écriture. Voilà. Oui, à mon avis aussi, c'est en fait pour la Turquie, pour la réception en Turquie de Céline, on est dans des conditions plus confortables. Donc, on ne se sent pas cette haine dans ses chairs, n'est-ce pas? Je pense que nous avons une certaine distance avec ce Céline et collabo ou antisémite. Et nous pouvons, grâce à cette distance aussi, et nous pouvons juger son œuvre comme il veut, avec son style. Voilà, avec cette langue, avec tout ce qu'il tout ce qu'il a vécu pendant dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour cela nous avons c'est plus aisé pour nous de juger Céline. Je pense comme ça aussi, à mon avis aussi, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Sarah, tu me confirmes? Je vérifie une dernière fois. Okay. Attendez. Oui, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Oui, je ne vois pas non plus dans mon chat. Le style de Céline est un peu burlesque. Alors, c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Ouais. Je suis d'accord, il est parfois hilarant. Tout à fait. C'est très fort, c'est très dur, mais parfois c'est hilarant. Moi, quand je relis des passages de voyage ou de mort à crédit, il m'arrive d'éclater de rire, carrément. La scène de la traversée de la Manche, c'est burlesque, c'est à mourir de rire. Oui. Alors, je ne vois plus de questions dans le chat, mais je dois quand même dire qu'il y a beaucoup de remerciements. Merci beaucoup Lale Özcan et merci beaucoup Yiğit Benel. Il y a beaucoup de remerciements de la part de toutes les participantes. Et je profite aussi pour rappeler qu'on a un dernier rendez-vous demain à 19h. Cette fois-ci, le débat va se dérouler en turc, encore une fois, avec Lale Özcan et Yiğit Benel. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Vous voulez dire un dernier mot? Vous avez encore… Non, comme c'est la dernière rencontre en français de ce cycle de conférences, je voulais remercier encore une fois l'Institut français de Turquie pour avoir organisé cette série de salons littéraires. J'ai eu beaucoup d'échos dans mon entourage et aussi des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, que je ne connais pas personnellement, mais qui me connaissent comme écrivain, qui sont très reconnaissants à l'Institut français pour avoir organisé ces activités littéraires-là. Dans les questions des journalistes aussi, les interviews, c'est souvent répercuté. Je pense que
après ces quelques mois complètement chaotiques et des mois de peur, d'enfermement, on n'a parlé que de la maladie, que du virus, que des problèmes que ça causait, que beaucoup de personnes avaient envie de parler d'autre chose, avaient envie de vraiment se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes que le virus. Bon, le virus, c'est un problème, il est mortel, on va peut-être en mourir, je ne sais pas, ce n'est pas encore fini, contrairement à l'atmosphère qui se crée en ce moment en Turquie, où on a l'impression que tout est fini. Ben non, il y a encore, chaque jour, encore une vingtaine de personnes qui meurent, et nous allons nous-mêmes peut-être mourir demain, ce n'est pas encore fini. Mais même si c'est un problème grave, ben, il y a aussi autre chose dans la vie. Et la littérature, justement, ça permet de voir tout ce qu'il y a d'autre, au-delà du discours politique. On en pense qu'on en pense, mais bon, ça aussi, c'est quelque chose qui monopolise nos attentions et ce discours sur les virus. On avait besoin de parler d'autre chose. On avait besoin de parler de la littérature, surtout autrement qu'à travers des discours commerciaux. Parce que le discours sur la littérature, c'est beaucoup devenu un discours de promotion de livres. Hein. On en parle comme si on en parlait de détergent. Achetez mon livre, il a plus lent qu'au mot, il est plus fort qu'au mot, il vend plus que l'autre, il est plus ceci. En parler autrement de la littérature, je crois que ça a fait du bien à beaucoup de monde ici. Et donc, je voulais à mon tour refléter ces remerciements vers l'Institut français et toute son équipe. Voilà. Et merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été parmi nous et de nous avoir écoutés. Parler peut-être intempestivement d'ailleurs. Je vous souhaite moi aussi une très bonne soirée à tous et je remercie pour cette occasion très chère et très précieuse. Et je remercie aussi tout ce qui a participé, c'est pour leur patience et pour leurs intérêts aussi. Et bonne soirée à tous et à demain, je dirais. À demain pour les turcophones. Merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup, Yiğit, Lale. Bonne soirée à tout le monde. À demain. Merci bien. De rien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À demain. À demain. À demain.